La bataille avait repris avec une fureur renouvelée à l'appel impérieux de Magdalena. Les quelques sœurs encore debout, galvanisées par la voix et l'autorité implacable de la chanoinesse, s'efforçaient avec acharnement de contenir la vague d'hérésie menaçant d'engloutir le rituel sacré. Leurs armures, maculées de sang et de poussière, reflétaient faiblement la lueur vacillante des cierges, tandis que leurs armes, guidées par une ferveur inflexible, fauchaient sans répit les cultistes qui se jetaient contre elles avec la rage aveugle des fanatiques. Au cœur même de la chapelle, profanée par le tumulte, un espace étrange s'était progressivement formé parmi la horde chaotique. Comme poussés par une volonté invisible, les cultistes avaient reculé, dégageant une arène improvisée où les silhouettes de l'archiviste et Véronica s'affrontaient dans une danse meurtrière. Le vampire tenta un coup d'estoc rapide en direction du torse de son adversaire, mais sa lame fut bloquée aisément par le sorcier, dont le bâton sembla bouger avec une aisance surnaturelle. D'un mouvement presque négligent, il repoussa l'assaut de Véronica et lui offrit un sourire provocateur sous son masque, ses yeux étincelants d'une malice calculée. Vous réalisez bien que malgré leur futilité, vos efforts servent les plans du grand architecte, n'est-ce pas? Je ne sers que les von Karstein. L'archiviste poussa un soupir faussement attristé, secouant lentement la tête avec une théâtralité étudiée. Votre ignorance est touchante, presque attendrissante, autant que votre aveuglement. D'un geste brutal, il projeta Véronica en arrière d'un coup puissant, mais la vampire pivota en plein vol et atterrit souplement sur ses pieds, sans marquer le moindre temps d'arrêt. D'un geste vif, elle aspira l'essence vitale d'un mutant proche dont le corps s'effondra aussitôt, vidé de sa vie. L'énergie, ainsi volée, se matérialisa en une onde sombre et glaciale qu'elle projeta vers son adversaire avec une colère renouvelée. L'archiviste se contenta de lever une main gantée, dissipant l'assaut vampirique dans une nuée de particules sombres dispersées sans le moindre effort apparent. Un sourire narquois aux lèvres, il dressa alors ses doigts vers les hauteurs de la nef, repliant lentement ses phalanges, comme pour compter jusqu'à 5. Au moment où son poing se referma, une tête enflammée surgit du néant, tourbillonnant dans l'air avec une vélocité meurtrière et fondit directement sur Véronica. Sur son passage, elle carbonisa sans distinction les cultistes et les sœurs qui s'étaient trop rapprochés, semant mort et cendres dans son sillage impitoyable. Véronica avait reçu l'attaque de plein fouet. Son cri de douleur fut étouffé par les flammes qui léchèrent sa peau livide, creusant des plaies profondes que même sa régénération surnaturelle peinait à refermer. Sa robe luxueuse, autrefois symbole d'une noblesse arrogante, pendait désormais en lambeaux, révélant ça et là les chairs brûlées par la morsure impitoyable du feu. Et il me semble que votre engeance n'est pas très à l'aise avec les propriétés purificatrices du feu, mais je me trompe peut-être, hein. Monstre, comment peux-tu? L'archiviste répondit avec une froideur clinique, détaillant sa réponse comme un professeur désabusé expliquerait une évidence à un élève particulièrement obtus. Le chaos est la porte d'entrée vers de nombreuses capacités que d'aucuns pourraient juger impossibles. Mais ceci n'était qu'un simple sort tiré d'Akshi, à la portée de n'importe quel sorcier. Ton insolence trouvera une fin adéquate quand je te trancherai la langue pour la dévorer. L'archiviste inclina légèrement la tête avec une ironie courtoise presque amusée. J'aimerais si possible éviter que ma langue finisse dans votre bouche, très cher. Hilda étouffa un cri de terreur quand une sœur de Sigmar s'effondra devant elle, son regard figé par la mort, ses membres encore frémissant du choc de sa chute. Elle n'eut guère le temps de contempler l'horreur du spectacle, car déjà le meurtrier de la religieuse tournait son attention malfaisante vers elle. Le mutant leva un bras grotesquement transformé en une fosseuse acérée qui siffla à travers l'air dans une attaque vicieuse visant sa gorge. Hilda, portée par son instinct de survie, esquiva in extremis, sentant l'arme infernale effleurer ses cheveux avant de se ficher brutalement dans le mur de pierre derrière elle, libérant une pluie de poussière et d'éclats minéraux. Profitant de l'occasion, elle abattit Sage d'un coup précis, fendant la tête du mutant dans un éclatement écœurant de chair et d'os. Et alors que le cadavre s'effondrait lourdement sur le sol, elle se hâta de chercher un refuge dans les ombres, désireuse d'éviter de nouveaux affrontements qui semblaient pourtant se multiplier à chaque seconde. Soudain, une main ferme se posa sur son épaule, déclenchant chez elle un réflexe défensif incontrôlé. La tête de Sage décrivit un arc vif et mortel dans l'air, mais elle ne rencontra que le vide, passant fort heureusement juste au-dessus du crâne de Baragor, dont la petite taille venait de le sauver d'une décapitation involontaire. Le Daoui recula, l'air outré et furieux. « Oh, les baloches de Grimnir, regarde où tu tapes, Mgi !» Baragor, Erhardt. Oh, et l'autre là. Maximilian eut une moue boudeuse à l'oubli de sa mention, et sans même prendre le temps de réfléchir, Hilda se précipita dans les bras d'Erhardt, l'étreignant avec une sincérité maladroite, découvrant bien après tout le monde que ce dernier avait finalement survécu à sa blessure et à l'affrontement contre les démons et les Skaven la nuit précédente. Le soldat, visiblement déconcerté par cette démonstration inattendue d'affection, resta figé quelques instants avant qu'elle ne recule, embarrassée par sa propre audace. Tu vas bien? C'est bien? Toi aussi, je suis soulagé. Et moi je serai soulagé qu'on soit tiré de ce rounk. Bougez-vous le cul, sinon c'est moi qui vous le botte.
Il est vrai que comme le signale fort justement notre ami Casalide, non sans une certaine charge pittoresque d'ailleurs, le lieu et l'instant ne se prêtent guère à des épanchements sentimentaux. Sur ces dernières paroles, le quatuor reconstitué s'apprêta à rebrousser chemin, mais Erhardt marqua soudain une hésitation. Ignorant sa main tremblante, son regard anxieux se porta en direction du cœur de la chapelle, là où reposait encore l'orbe du démon, à peine visible au milieu de la mêlée chaotique et sanglante. « Attendez, et pour l'orbe ?» Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a une sacrée file d'attente dans la boutique. La remarque d'Hilda s'accompagna par l'assaut d'un cultiste dont la lance manqua de peu de frapper le flanc d'Erhardt. Ce dernier, avec un réflexe né de l'expérience, pivota sur lui-même en brandissant sa flamberge, décapitant net l'assaillant et brisant sa hampe en deux dans un éclat de bois fracassé. Son visage, tendu par l'effort, affichait clairement son inquiétude quant à la possibilité de récupérer la relique dans de telles conditions, et Baragor ajouta sa pierre à la conversation. « On est déjà en danger rien qu'en restant ici, en retrait, alors je veux pas tester au milieu de la mêlée. » Une explosion de magie éclata soudain au milieu des combats, là où l'archiviste et la vampire croisaient le fer avec une intensité presque irréelle. Maximilian, impassible au milieu du tumulte, prit alors la parole d'un ton posé, presque détaché. J'abonde dans ce sens, qui plus est, j'ai un sentiment étrange ici, probablement lié à la présence de ces deux individus extrêmement belliqueux là-bas, entre autres batailles mortelles, fanatiques et déploiements de magie aussi terribles qu'incontrôlables, bien sûr. Tout en parlant, il tendit nonchalamment l'index vers l'épaule d'un cultiste blessé et titubant qui s'était dangereusement approché du groupe dans sa confusion. La poussée, à peine perceptible, suffit à le faire basculer au sol où il rendit son dernier souffle dans un râle étouffé. Maximilian observa le résultat de son geste avec une curiosité innocente et presque gênée. « Oh, diantre, je souhaitais simplement attirer son attention pour lui demander de s'éloigner un peu. Je n'aurais jamais cru disposer d'une telle force. » Le groupe ne prêta pas attention aux divagations du savant. Les frasques absurdes de Maximilian n'étonnaient plus personne depuis longtemps, et dans le chaos ambiant, elles avaient même quelque chose de presque rassurant. Toutefois, l'heure n'était plus à l'amusement, et tous se tournèrent vers la grande porte béante de la cathédrale, animés par un même élan d'instinct de survie. Mais Erhardt, malgré l'attention palpable, laissait transparaître une pointe de frustration. Son regard se tourna une dernière fois vers l'orbe du démon abandonné au cœur de la chapelle, comme s'il pouvait encore peser l'impossible option d'un retour. Mais malheureusement, la réalité imposait ses lois, et il n'était pas détail. Ils se pressèrent en silence, remontant les décombres et les dalles ensanglantées dans l'ombre grandissante du sanctuaire éventré. Mais au moment où ils franchirent le seuil, leurs pas se figèrent. Le monde sembla s'arrêter. Quelqu'un ou quelque chose se tenait là, immobile dans l'embrasure. Une silhouette vaguement humaine dans ses proportions, mais dont l'apparence défiait toute logique. Drapée dans un manteau d'ombre dont les plis défiaient la lumière, elle se tenait là, dans l'embrasure, comme un acteur trop tôt monté sur scène. Sa posture dégageait une confiance tranquille, presque comme une forme d'élégance détachée, et son visage était dissimulé sous un masque richement ornementé, encadré d'une couronne de plumes iridescentes. Son contour était flou, comme si l'œil refusait de le fixer, et pourtant, quand son regard se posa sur eux, chacun ressentit un frisson glacial descendre le long de son échine, une peur ancienne, animale, réveillée par quelque chose d'au-delà du tangible. Voyons, il est encore tôt pour partir, d'autant que vous avez encore un rôle à jouer dans cette représentation. Hilda fut la première à reculer, suivie de Baragor et Erhardt, mais Maximilian, lui, resta figé, immobile comme une statue de sel. L'entité s'avança sans marcher, glissant à quelques millimètres du sol, comme suspendue entre le monde et une autre réalité. Une grâce sans effort, sans poids, et lorsqu'elle passa à hauteur du savant, sa main se leva et frôla sa joue d'un geste lent, presque affectueux, dans un simulacre d'intimité et de tendresse. Ah, voilà donc la variable inconnue, je comprends mieux. La peau de Maximilian pâlit davantage, comme si cette simple caresse avait effacé toute chaleur de son être. Non loin de là, le combat continuait de faire rage, mais les sœurs atteignaient les limites de leur endurance, tout comme Véronica, qui affichait les affres cruels de son duel avec l'archiviste. Et soudain, l'atmosphère bascula, l'air se fit lourd, pâteux, chargé d'une pression invisible mais impitoyable. Hilda sentit ses jambes fléchir sous elle, puis son souffle se bloquer dans sa gorge. Comme ses camarades, elle tomba à genoux, suivie un par ceux qui n'avaient pas la force d'endurer cette oppression. Les cultistes eux-mêmes se mirent à geindre, incapables de respirer, leurs veines saillant sous la peau comme prêtes à éclater. Qu'est-ce que... Ah, le poids des épreuves est lourd, n'est-ce pas? Mais l'expérience est une encre qui nous garde à flot dans la tempête, tant qu'on ne la laisse pas nous entraîner vers le fond. Le bibliothécaire passa au milieu des cultistes, plusieurs d'entre eux semblant pris d'une douleur affreuse et de difficulté à respirer due à sa proximité.
L'archiviste, apparemment peu affecté par la malédiction qui envahissait les lieux, se dégagea de Véronica, qui, comme les autres, était clouée sur place dans la pression magique. Le sorcier s'inclina avec respect devant son maître, mais ce dernier l'ignora pour se tourner vers la vampire. Le temps de toutes ces maigres forces restantes, épuisant dans ses pouvoirs conférés par le baiser de sang, Véronica afficha un regard de défi et parvint contre toute attente à se redresser pour faire face à son nouvel adversaire. Impressionnant. On dirait que mon apprenti n'est pas parvenu totalement à rompre le lien qui vous rattache à vos maîtres en Sylvanie. J'appartiens à la cour de la nuit de Draconov. J'ai été choisi par Isabella von Karstein en personne. Je ne suis pas faible. Il est vrai, mais quelle utilité à la force quand on la gaspille à nager contre le courant. Vous ne devriez pas être là. Vous n'avez plus de rôle à jouer dans ce spectacle, j'en ai peur. Véronica poussa un cri de défi, tandis qu'une demi-douzaine de cadavres, tantôt cultistes, tantôt sœurs, se relevaient lentement derrière elle. Leurs mouvements étaient saccadés, désarticulés, mais animés d'une volonté qui ne leur appartenait plus. Sans hésitation, ils se jetèrent sur le bibliothécaire dans un assaut aussi grotesque que désespéré. Mais celui-ci ne bougea pas, et les morts s'effondrèrent comme des marionnettes sans fil quand ils franchirent un seuil invisible à moins d'un mètre de la créature. Pourtant, aucune force ne semblait les avoir frappés, et aucun sort perceptible, rien d'autre qu'un simple refus de la réalité. Les morts devraient le rester. Il en va de l'équilibre des choses, voyez-vous. Le changement est la marque du vivant. Il leva lentement le bras, tirant dessous les plis labyrinthiques de sa toge une main déformée par une noirceur ancienne. Ses doigts allongés, griffus, pulsaient d'une lueur morbide, traversés de veines bleutées où circulait une essence inconnue. Il tendit l'index vers Véronica, et l'air lui-même sembla alors vibrer d'une tension muette. Un fil, invisible aux yeux des profanes, se matérialisa comme un sillon de souffrance dans l'espace. Il s'enroula autour du poignet de la vampire, délicatement d'abord, comme une caresse, puis se resserra d'un coup sec, le cri de Véronica déchirant la nef. Son avant-bras, tranché net, tourbillonna dans les airs avant de s'écraser au sol, son épée encore fermement serrée entre les doigts désormais inertes. Du moignon mutilé s'échappait un sang noir au reflet surnaturel, qui se mêla à celui déjà versé dans la chapelle profanée. Et maintenant, il est temps pour les rôles secondaires de quitter la scène pour l'acte final. Sur ces mots, la dernière flamme de non-vie qui restait dans les yeux de Véronica se dissipa comme une bougie que l'on souffle, et son corps inerte tomba en avant, réduit à l'état de cendre avant même de toucher le sol.